Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de continuité de fonction d'une variable réelle. Le cours va se diviser en trois parties. La première, ça sera celle qui va évoquer donc cette notion de continuité, à quoi elle correspond, etc. Ensuite, nous allons faire le lien avec les suites, et en particulier les suites récurrentes. Et enfin, on va finir par le gros théorème de ce chapitre, à savoir le théorème des valeurs intermédiaires. Alors avant de commencer le grand 1, la notion de continuité est une notion qui est fondamentale. En ce qui nous concerne, ce sera des choses assez simples à visualiser. En particulier, la notion de continuité va nous dire si une fonction peut être tracée dans un graphique sans lever le stylo. Intuitivement, ça correspond à peu près à ça. Alors on commence par le grand 1, la notion de continuité et la continuité sur un intervalle. Définition, eh bien, si je prends f, une fonction qui va être définie sur un intervalle i, et a un élément de i, eh bien dire que f est continu en a, cela signifie que f a une limite en a qui vaut justement f de a, ce qui se note, comme vous le savez très bien, limite quand x tend vers a de f de x égale à f de a. Remarquez bien que le résultat ici de la limite, c'est f de a. Autrement dit, ici, que la limite à droite et la limite à gauche de a, c'est le même réel, et ce réel, c'est l'image de a, donc f de a. Et maintenant, si on étend cette notion à tout l'intervalle, ça veut simplement dire que une fonction va être continue sur un intervalle i, si et seulement si elle va être continue en tous les réels a de l'intervalle i. Alors graphiquement, comme je disais tout à l'heure, la continuité d'une fonction f sur un intervalle i va se traduire par le fait que la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle i pourra être tracée sans lever le stylo ou le crayon. Dans ce graphique suivant, on voit que la courbe de la fonction est continue partout, sauf au niveau du réel 2, puisqu'en 2, la limite à droite de 2, elle vaut 1, et la limite à gauche de 2, ça vaut 3. Nous avons donc une discontinuité en x égale 2, mais comment ça se justifie? Tout simplement en disant que la limite à gauche du réel 2, au niveau des abscisses, eh bien, elle vaut 3, et la limite à droite de 2 de la fonction f, ça vaut 1. Les limites sont différentes, ça contredit la définition que nous venons de voir, à savoir limite quand x tend vers a de f de x, ça fait f de a, et ça, je le rappelle encore une fois, que ça signifie que la limite à droite et la limite à gauche, ça vaut l'image de a. Attention, il existe un contre-exemple. Si je prends cette fonction, ici, la limite à gauche, ça vaut 1, et la limite à droite, ça vaut 1. Mais en x égale 3, je vais imposer l'image de 3 égale à 5. On voit qu'on a une discontinuité, malgré le fait que les limites à droite et à gauche soient égales. Donc il faut bien les trois conditions. Limite à droite égale limite à gauche égale à l'image du réel. Propriété admise, eh bien, si f est une fonction définie sur un intervalle i et a un élément de i, eh bien, si f est dérivable en a, alors ceci implique que f est continu en a, et même chose lorsque c'est tout l'intervalle, donc si f est dérivable sur l'intervalle i, f va être également continu sur l'intervalle i. Donc dérivabilité implique continuité. Attention, la réciproque est fausse. C'est ce que je vous dis ici dans cette remarque. Puisqu'une fonction, elle peut être continue en a sans être dérivable en a, le contre-exemple classique, c'est la fonction valeur absolue en 0. Autre exemple aussi classique, c'est la fonction racine carrée. Elle est bien continue sur R+, mais elle n'est pas dérivable en 0, puisqu'en 0, la limite quand x tend vers 0 de la dérivée, ça vaut plus l'infini, et l'infini, ce n'est pas un réel. On poursuit avec la continuité des fonctions de référence. Ces propriétés sont admises également, et on pourra évidemment les réutiliser de façon immédiate dans les exercices. On commence par les fonctions affines, les fonctions polynômes, la fonction racine, la fonction inverse, exponentielle et valeur absolue. Toutes ces fonctions-là, ce sont des fonctions qui vont être continues sur leur intervalle de définition, et toute fonction également définie sur l'intervalle i, obtenue par opération ou composition des fonctions précédentes, elle sera toujours continue.
en particulier ce qu'on appelle les fonctions rationnelles, donc les quotients de polynômes. Elles seront continues sur leur ensemble de définitions, et donc toute combinaison possible entre ces fonctions de référence, eh bien, le résultat sera toujours continu. Par exemple, la fonction f ici qui est définie sur 1 exclut plus l'infini, donc racine de x plus exponentielle de x, le tout au carré moins valeur absolue de x sur x moins 1, eh bien, par opération composition de fonctions continues sur l'intervalle ici ouvert 1 plus l'infini, eh bien f de x va être également continu sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc on pourra toujours partir encore une fois de cette propriété pour déduire la continuité de fonctions plus complexes. La justification sera similaire à celle de la dérivabilité. Lorsqu'on étudie la dérivabilité de fonctions, eh bien, on dira par opération ou par composition. Ici, le numérateur est continu, par somme, composé et soustraction de fonctions continues, et le dénominateur, qui est une fonction affine, est également continu. Par quotient, f va être continu. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on va justifier la continuité de fonctions. On passe au grand 2 maintenant avec le lien entre fonction continue et suite convergente. Petit a, image d'une suite par une fonction. Ça c'est un rappel. Donc si je prends un, une suite définie sur grand N, f est une fonction définie sur un intervalle i qui contient tous les termes un. Donc les un sont dans l'intervalle i. Donc je vais pouvoir du coup considérer leurs images f de un. Donc l'image de la suite un par la fonction f, ça va être la suite définie par f de un, donc les images de tous les termes de la suite, ceci entre parenthèses, ce qui définit donc une suite qu'on appelle la suite image de la suite un. Par exemple, un qui est défini sur n étoile par un égale à 4n carré moins 3, et f la fonction inverse qui est définie sur r étoile, eh bien pour tout entier naturel non nul, 4n au carré moins 3, c'est un élément de l'intervalle 1 plus l'infini, et l'intervalle 1 plus l'infini est bien inclus dans l'ensemble de définition de la fonction inverse, qui est r étoile, et donc on pourra considérer l'image de la suite un par la fonction f, qui va également être définie sur n étoile, et ce qui donne f de un égale à 1 sur 4n carré moins 3. On passe au petit b avec l'image d'une suite convergente par une fonction continue, propriété très importante qui est admise également. Eh bien, si un est une suite convergente vers un nombre L, I est un intervalle tel que L, justement, la limite va être à l'intérieur de l'intervalle I, et également, il faut que tous les termes de la suite un appartiennent à I. Eh bien, pour toute fonction définie sur l'intervalle I, et qui va être continue en L, donc au niveau de la limite, eh bien, la suite f de un va converger également vers le nombre réel f de L. On prend un petit exemple. La suite Vn définie sur n étoile par Vn égale à sinus de pi sur 2 plus 1 sur n. Pour tout entier naturel n étoile, on va poser un égale à 1 sur n. Et on note f la fonction définie sur R par f de x égale à sinus de pi sur 2 plus x. Alors pour tout entier naturel n strictement positif, eh bien 1 sur n va être également strictement positif. Donc il va appartenir à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et cet intervalle ouvert est bien inclus dans R. On peut donc définir Vn égale à f de un. Or, si on regarde la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n, ça fait 0. Donc la suite un converge vers la limite L égale à 0. La fonction f étant continue sur R. Donc en particulier en 0, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à f de 0, qui vaut sinus de pi sur 2, et qui vaut donc 1. On passe au petit c avec les suites récurrentes, donc du type un plus 1 égale à f de un, donc il faut intervenir une fonction. Alors si je prends f une fonction définie et continue sur un intervalle i, tel que pour tout réel x de i, f de x est également dans i. Donc l'ensemble de départ i, je prends un élément dedans que j'appelle x, et bien son image, sur l'axe des ordonnées, va également appartenir à l'intervalle i, cette fois-ci que je vais lire sur l'axe des ordonnées. On peut voir ces choses-là de cette manière. Eh bien, si un est une suite définie par un premier terme u0,
Et pour tout entier naturel n, un plus 1, ça va être f de un. Comme vous le voyez ici sur donc, le schéma, j'ai u0, et un plus 1 va être défini de la manière suivante. Donc, u1, c'est l'image de u0, donc je le retrouve ici. u2, c'est l'image de u1 par la fonction f, et ainsi de suite. Et là, je place mes points de u0 jusqu'à un. Eh bien, lorsque la suite un va converger vers un nombre L de l'intervalle I, donc sur l'axe des abscisses, alors d'après le paragraphe précédent, la suite f de un va converger vers le réel f de L. Mais si je regarde la limite quand n tend vers l'infini de un qui vaut L, la limite de un plus 1, donc le terme d'après, quand n tend vers l'infini, c'est également L, et ça vaut la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un, puisque un plus 1, ça vaut f de un. Donc par unicité de la limite d'une suite, ceci vu dans le chapitre sur les limites de suite, ceci me permet d'affirmer que, eh bien, L, ça vaut f de L. C'est la limite du coup de la suite f de un. Ainsi donc un converge vers L, et si f est continu, c'est là que la continuité intervient, donc continue sur I, on a donc l'égalité L égale à f de L. Autrement dit, eh bien, L, la limite, va être solution de l'équation f de x égale à x, ce qui permet de déterminer, dans certains exercices, la valeur de la limite. On partira donc de l'équation f de x égale x, on trouvera les éventuelles solutions, et si la suite converge, va forcément converger vers là où les solutions éventuelles qu'on a trouvées en fonction donc de, par exemple, son sens de variation, si elle est croissante ou décroissante, etc. Et juste pour terminer, f de x égale x, ça correspond graphiquement au point d'intersection, O avec un x éventuellement, donc au point d'intersection de la courbe de la fonction f, avec la première bisectrice ici, y égale à x. Alors si j'ai des points d'intersection, ça veut dire que la suite peut éventuellement converger vers les éventuelles solutions. En revanche, si j'ai pas de point d'intersection, ça nous dit que tout simplement, la suite va diverger. On termine par le grand 3 avec le théorème fondamental, donc de la continuité, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, et le petit a, la propriété fondamentale, du coup, des fonctions continues. Alors le théorème des valeurs intermédiaires qui est admis, si je prends f une fonction qui va être continue sur un intervalle i, et a et b sont deux nombres réels de l'intervalle i avec a strictement plus petit que b, eh bien pour tout nombre compris entre f de a et f de b, eh bien il existe au moins un réel c, compris entre a et b, qui vérifie f de c est égal à k. Maintenant si on interprète graphiquement, ceci signifie que pour tout réel k compris entre f de a et f de b, eh bien la droite d'équation y égale k coupe au moins la courbe de la fonction, ici la fonction f, en un point d'abscisse qui va être compris entre a et b. Et maintenant en d'autres termes algébriques, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet au moins une solution entre a et b. Remarque, premier point, le théorème signifie ici que quand x varie entre a et b, f de x va prendre toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b. Deuxième point, eh bien ça c'est un théorème d'existence de solution, donc à l'équation f de x égale à k, il ne donne ni le nombre de solutions, ni la valeur exacte de ces solutions. Et troisième point, dans plusieurs cas, la solution ne sera pas forcément exacte, mais plutôt approchée, et pourra être déterminée par des algorithmes. Alors, conséquence, ce qu'on appelle le théorème de Bolzano, eh bien, si f est une fonction continue sur un intervalle i, a et b également deux réels de l'intervalle i avec a strictement plus petit que b, eh bien, si 0 est compris entre f de a et f de b, ce qui signifie que f de a et f de b sont deux signes contraires, alors il existe au moins un réel c, compris entre a et b, tel que f de c est égal à 0. Petit b, avec les fonctions continues strictement monotones, propriété, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans l'intervalle AB.
Donc la stricte monotonie, donc que ça soit strictement croissante ou strictement décroissante, ça nous donne l'unicité de la solution. Contrairement à tout à l'heure, on avait une fonction qui était au départ croissante, puis décroissante, puis croissante. On avait l'existence d'au moins une solution, mais à partir du moment où on rajoute la stricte monotonie, on obtient l'unicité de la solution. Eh bien, conséquence, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, et que f de a fois f de b est strictement négatif, autrement dit f de a et f de b n'ont pas le même signe, alors l'équation admet une unique solution dans l'intervalle AB. Et premier cas, si f est strictement croissante, vous voyez la solution ici C, telle que f de C égale à K, son tableau de variation qui va avec, et dans le cas où c'est strictement décroissant, nous avons la même chose, sauf que cette fois-ci on part de f de A et on décroît vers f de B. Alors ce qui est important, c'est que cette propriété va s'étendre à tout type d'intervalle fermé, ouvert, semi-ouvert, et même des intervalles avec des bornes infinies. Donc on va étendre le théorème des valeurs intermédiaires à tout type d'intervalle. C'est ce que montre l'exemple ici, avec l'équation x au cube égale 7. Eh bien cette équation va montrer très rapidement qu'elle admet une unique solution en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires. Alors tout d'abord, il faut justifier la continuité de la fonction cube. Ça c'est une propriété qu'on a vue au début, des fonctions de référence. X au cube c'est un polynôme, donc c'est continu sur R, et c'est même strictement croissant sur R. Donc on a la continuité plus la stricte croissance. Maintenant, si on regarde les limites aux bornes de R, donc en moins l'infini et en plus l'infini, on voit qu'on part de moins l'infini pour les images et on va jusqu'à plus l'infini pour les images également. L'équation x au cube égale 7, on vérifie bien que 7 est bien sur l'intervalle ici des images, donc de moins l'infini à plus l'infini. On a toutes les conditions du théorème des valeurs intermédiaires réunies. Et bien d'après ce théorème, l'équation x au cube égale 7 admet une unique solution sur R. Alors ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est la condition de continuité, encore une fois, puisque ces raisonnements, j'aurais pu le faire exactement de la même manière, sans continuité, et ne pas avoir de solution du tout. D'où l'importance, encore une fois, donc, de la continuité. Voilà, c'est la fin donc de cette notion de la continuité pour le programme de terminale spécialité. J'espère vous avoir éclairé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt.